C'est un milieu qui est profondément masculin, celui des économistes, et pourtant cette année, c'est une femme française qui plus est, et jeune, qui se voit attribuer donc le prix Nobel d'économie en compagnie de deux Américains, tous les trois qu'on récompensés pour leurs travaux sur la réduction de la pauvreté dans le monde. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David. Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Ça vous fait sourire, mais c'est vrai, plus jeune lauréate du prestigieux prix d'économie, c'est une femme. C'est une surprise, c'est un vent d'air frais, il faut lire votre billet aujourd'hui dans les Échos, c'est un bol d'oxygène cette récompense. Il y a maintenant 84 lauréats du prix Nobel d'économie, ou plus précisément du prix de la Banque de Suède en mémoire d'Alfred Nobel. 84, il y a 2 femmes. Voilà. Il y a Elinor Ostrom qui avait été nommée à 72 ans et qui est décédée d'ailleurs 3 ans après avoir eu ce prix. Et puis Esther Duflo qui a ce prix à 46 ans, alors que la moyenne d'âge du Nobel d'économie, c'est près de 60 ans. Donc, oui, ça fait un vent d'air frais, une femme jeune dans ce milieu qui est assez masculin et parfois un peu machiste. Voilà. Bon, après ça, c'est la partie, je veux dire, émergée de l'iceberg, parce que derrière, le fait que ça soit attribué, encore une fois, pour des travaux qui portent sur la réduction de la pauvreté, on se dit, est-ce qu'on assiste, ou pas d'ailleurs, à une espèce de changement ou de bascule dans le domaine économique, encore une fois, qui est dans le scope du prix Nobel? Ça traduit à l'évidence la montée de des préoccupations, des questions de pauvreté, des questions d'inégalité. On le voit aussi dans le débat public aujourd'hui avec le succès du livre de Thomas Piketty. Quand le prix Nobel avait été créé, il y a exactement 50 ans. Et donc on a du recul, on voit ce qui a intéressé le jury. Au départ, c'était défendre une conception assez étroite, assez libérale de l'économie face à la tentation social-démocrate qui était très forte dans les pays scandinaves. Je rappelle que le prix a été créé en Suède. Ils se sont intéressés à plein de choses, mais ils ont souvent été accusés d'être très conventionnels. Ils s'élargissent petit à petit à des dimensions nouvelles, à des nouveaux champs de l'économie. Et l'économie du développement avait déjà été primée à 2 reprises, une fois il y a 40 ans, une fois il y a 4 ans. Ils reviennent sur ce terrain et là, plus spécifiquement sur la lutte contre la pauvreté qui, elle, n'avait été jamais distinguée en tant que telle par le jury. Donc oui, ça révèle une pensée en évolution, des préoccupations nouvelles ou qui montent dans l'agenda public. Donc c'est une forme de surprise quelque part, ce Nobel. Oui, c'est une surprise. Bon, une femme, alors qu'il n'y en avait eu qu'une auparavant, très jeune, jamais le jury n'avait nommé une femme aussi jeune. Ils préféraient attendre la consécration. Ils ont nommé par exemple une fois Ronald Coase qui a été distingué 50 ans après avoir écrit un article et il a été récompensé pour cet article. Donc là, Duflo, ce n'est pas du tout le cas. Il travaille depuis seulement 20 ans sur ces sujets. Et donc, non, c'est donc surprise à plus d'un titre, encore une fois, le profil, le choix, encore une fois, du thème, à savoir la réduction de la pauvreté, et puis la façon de le penser, de le travailler, parce que ces travaux, alors elle n'est pas seule, elle est accompagnée de 2 autres chercheurs, plutôt qu'on va dire d'élaborer des théories générales, elle, pour le coup, elle étudie, en compagnie de ses pairs, scientifiquement, la pertinence de solutions concrètes. Elle est plus sur l'expérimentation. Et ça, c'est une autre forme de recherche économique, ça. Alors, c'est une recherche économique qui s'est beaucoup développée ces dernières années. On a eu très longtemps les grands noms de la science économique et ceux qui ont été distingués par le prix Nobel, c'était des théoriciens. Voilà, et puis on a eu depuis 30 ans, depuis tout simplement l'émergence du micro-ordinateur qui a donné aux chercheurs des moyens de travailler qu'ils n'avaient pas. On a vu l'émergence de travaux beaucoup plus empiriques qui représentent aujourd'hui plus des 2 tiers des travaux de recherche dans les grandes revues. Mais qui ne sont pas Nobel pour autant, qui n'ont pas un prix pour autant. Si, enfin il y en a eu, mais Esther Duflo et puis Michael Kremer et Abhijit Banerjee, les 2 autres lauréats du prix, eux, ils ont travaillé sur des expériences de terrain. C'est ça qui fait vraiment leur différence. Alors, je peux donner 2 exemples. C'est les 2 derniers papiers publiés par Esther Duflo, un ce mois-ci, l'autre le mois dernier. Donc ce mois-ci, et tous les 2, c'est des travaux de terrain en Inde. Ce mois-ci, on regarde où est-ce qu'il faut mettre la police. Est-ce qu'il faut mettre la police pour surveiller les routes aux endroits qu'on sait dangereux, ou est-ce qu'il faut la mettre à des endroits aléatoires? Et on regarde 3 ans après ce qui se passe. 3 ans après ce qui se passe, là où on met la police à des endroits aléatoires, ça fait 17% d'accidents de moins la nuit et 24% de tués en moins.
Voilà, donc ça, c'est un résultat utile qui peut donner lieu à des recommandations de politique juste après. Autre exemple, donc le papier publié le mois dernier, on a des petits entrepreneurs, toujours en Inde, hein, et on offre à certains l'accès au microcrédit, qui a été très débattu pour savoir si ça marchait vraiment ou pas. Et puis aux autres, on n'offre pas l'accès au microcrédit. Et puis 3 ans après, on regarde le chiffre d'affaires, les investissements, etc. On se rend compte que les entreprises qui ont eu accès au microcrédit, elles ont effectivement notamment des investissements qui sont beaucoup plus importants. Donc elles ont pu développer leur vente de manière beaucoup plus significative. Ce qui n'est pas une surprise pour le coup. Qui n'ont pas eu accès. Non, parce que le microcrédit, encore une fois, ça a été très débattu sur son efficacité réelle. Donc là, ça prouve que oui, c'est une efficacité réelle. Donc c'est vraiment de l'expérience de terrain. Et ça s'est développé à partir du milieu des années 90 avec Michael Kremer, hein, qui est le doyen des trois lauréats, qui a commencé au Kenya en disant est-ce que ça suffit de donner des manuels scolaires aux gamins pour qu'ils apprennent ? Et ces travaux montrent que non. Il faut non seulement des manuels scolaires, c'est important pour apprendre, mais que la pédagogie pratiquée par les enseignants, à partir de ces manuels, est aussi essentielle. Et ça, avant, on ne savait pas, maintenant on sait. Ouais. Donc en fait, en gros, son travail expérimental, donc à l'opposé encore une fois des grandes théories, c'est d'utiliser un peu les techniques de l'industrie pharmaceutique. Elle prend des groupes tests et puis elle compare. Exactement. C'est venu de l'industrie pharmaceutique. Hein. La technique a été très éprouvée. Hein. Ça n'a pas été facile à mettre au point. Maintenant, on sait très bien comment ça marche. On donne un placebo aux uns, un vrai médicament aux autres, et on regarde ce qui se passe. Mais là, elle l'applique à l'économie, elle l'applique aux politiques publiques en situation réelle. Exactement. Et donc, elle a fait remarquer, alors c'est en vous lisant, que les paysans indiens étaient plus enclins, je ne sais pas si c'est en vous lisant d'ailleurs ou en lisant, je ne sais plus, enfin en tout cas, c'est un truc qu'elle a montré, les paysans indiens étaient plus enclins à faire vacciner leurs enfants en échange d'un sac de lentilles. Oui, elle avait ce type de conclusion-là. Oui. Mais donc c'est l'efficacité. Qu'est-ce qui est efficace pour faire vacciner une population dans un pays pauvre? Est-ce que c'est simplement donner l'accès? Est-ce que c'est expliquer aux gens pourquoi c'est important de vacciner? Quand on donne une incitation qui est une incitation en nature par ailleurs, on a des taux de vaccination qui sont 3 fois plus élevés. Et donc ça vaut le coup quand ensuite on compare par rapport à ce que coûte la non-vaccination en termes de soins de santé. Bon, on finit là-dessus, mais donc ça traduit quoi ce Nobel au final, sur de conclure? Ça traduit quoi? Le fait d'avoir choisi elle encore une fois, sur son travail expérimental, sur la réduction de la pauvreté. C'est une science économique qui veut des résultats concrets. Et ça, c'est quelque chose qui est paradoxalement relativement nouveau, avec 2 limitations. Premièrement, est-ce que ces résultats s'appliquent vraiment à tout le monde ? Pour reprendre ce que je disais tout à l'heure sur l'endroit où il faut mettre la police, est-ce que ça s'applique aussi dans les pays développés? Est-ce que ça s'appliquerait dans un autre pays en développement? Donc ça n'est pas aussi évident. Et puis la deuxième limitation, c'est que ces résultats seuls, pour pouvoir forger des politiques, il faut les inclure dans un ensemble plus large. On a besoin de résultats empiriques, de résultats expérimentaux. C'est tout à fait utile pour avancer, mais il faut les inscrire dans une réflexion théorique. Et aujourd'hui, cette réflexion théorique, elle est de plus en plus évanescente. Ok, très bien. Je rappelle le billet d'humeur à lire aujourd'hui dans les Échos, signé évidemment Jean-Marc Vittori, éditorialiste. Merci beaucoup. Merci David. Bye.